Merci de nous rester fidèles. La deuxième grande partie de ce rendez-vous de tous les soirs sur votre antenne New World Info 1 s'appelle l'invité. Et notre invité du jour s'appelle Johannes Bavon. Il est le secrétaire général du Front des architectes de la République. Dans les minutes qui vont suivre, nous allons devoir passer à la loupe l'actualité politique au Togo. Opposition, tourner la page du scrutin du 22 février. Une interrogation qui demeure. Johannes Bavon, bonsoir et bonne arrivée. Bonsoir Mathieu. Quelles sont les nouvelles de Johannes Bavon? Pardon? Vos nouvelles? Ah, les nouvelles, elles sont bonnes. Elles sont bonnes. Tout va bien. Ça fait un bout de temps, on n'a plus entendu parler de Johannes Bavon, mais tout récemment quand même, quelques sorties médiatiques. Tout à fait. Ça va dans l'ensemble? Oui, dans l'ensemble, ça va. Sinon, c'est les actualités politiques qui nous préoccupent. Oui. Alors, je dirais que nos sorties ont essentiellement visé les élections qui feront l'objet de ce débat. Oui. Alors, justement, parlant de l'élection présidentielle qui a eu lieu le 22 février dernier, vous avez eu à vivre un peu l'ambiance du début, avant, pendant et après ce qui se passe actuellement dans le pays. Si vous êtes demandé d'apprécier dans tout son ensemble le processus au niveau de la CENI, campagne et tout, au niveau des candidats et du pouvoir et de l'opposition, quels seraient vos commentaires? Je dirais que la politique togolaise a fait usage du principe des mêmes causes pour produire les mêmes effets. Les mêmes effets. Que ce soit du côté de la mouvance présidentielle ou du côté de l'opposition, c'est les mêmes causes qu'on nous a produites et cela est en train de produire les mêmes effets. C'est-à-dire? Alors, je m'en vais m'expliquer en disant que en général, nous avions connu dans l'historique de la politique togolaise certaines réalités. Nous avons vu du côté de l'opposition d'abord une historique d'élections sans vraiment obtenir des conditions préalables avant d'aller aux élections. Et plusieurs fois, des gens diront: nous n'irons pas aux élections tant que le cadre électoral ne sera pas assaini. Même la dernière fois, c'est ce que nous avons vu. Nous avons assisté à cela, à ce discours-là. Et pourtant, nous avons vu que pendant la préparation de ces élections, les présidentielles surtout, mais ce qu'on nous avait promis, on dit que nous devons quand même obtenir un cadre électoral assaini. Parce que si nous visons une révolution par les urnes, une alternance par les urnes, alors il va falloir obtenir les conditions permettant la transparence et la liberté de ces urnes, afin que la vérité des urnes triomphe sur le vice humain. Mais en fin de compte, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que les promesses que le régime a eu à faire, s'il faut se fonder sur les informations du directeur de l'alternative Ferdinand Haïté, le gouvernement, qui par de ses trois ministres, ont rencontré les représentants de l'ambassade des États-Unis, auxquels ils ont promis que les votes seront comptés bureau de vote par bureau de vote. Mais cette condition n'a été qu'une promesse vaine. Et en fin de compte, ça a répété les mêmes conditions historiques dans les élections. Alors aujourd'hui, nous sommes face à une contestation, ce qui n'est pas une première au Togo, ce qui a toujours été le cas à chaque... Donc ça a été la même cause. On a du côté de l'opposition, donc c'est ce que je viens de dire. Donc du côté du pouvoir, nous avons vu qu'un pouvoir qui s'obstine toujours à garder la ligne de la non-transparence des élections. On parle tout le temps des fraudes massives, on parle tout le temps des urnes bourrées, on parle des résultats contestés. Donc on nous a présenté les mêmes images et c'est les mêmes contestations qui ont été produites aujourd'hui comme effet. Voilà. Quel rôle a joué votre parti politique qui se réclame de l'opposition? Écoutez, avant de dire ce que nous avons eu à faire au niveau de notre mouvement, je voudrais d'abord dire que dans l'ensemble, les élections ont été un déni de la démocratie. C'est-à-dire?
Un délit de la démocratie, puisque la démocratie est fondée sur une chose, c'est les élections. Les élections constituent la fondation principale de la démocratie. Et lorsque les élections sont libres et transparentes, on parvient à une alternance forte, une alternance réelle, juste, transparente. Mais lorsque nous vivons dans une organisation unilatérale des élections, lorsque nous assistons à une organisation qui met de côté certaines personnes qui sont des candidats, et lorsque nous assistons à des votes qui sont, je dirais, des bulletins de vote qui sont pré-signés, qui sont pré-votés, des urnes qui sont bourrées, avec tout ce qui a circulé, des faits palpables. Je suis en train de parler d'une manière factuelle, des faits palpables qu'on nous a fait parvenir par les réseaux sociaux, des vidéos, des photos, et des choses qui n'ont pas été truquées, bien sûr. Est-ce qu'on peut se baser sur ces informations relayées par les réseaux sociaux comme une vérité biblique? Non, excusez-moi, revenons rapidement à ce point. Ceci est très important. Ne croyons pas que les réseaux sociaux sont à condamner aujourd'hui. Non, parce que les réseaux sociaux, on a l'impression que les gens se disent que tant que c'est sur les réseaux sociaux, ça ne peut pas être vrai. Mais c'est absolument faux. Les réseaux sociaux constituent aujourd'hui le seul moyen de communication rapide qui prennent la place des moyens de communication anciens. Les traditionnels. Oui. Donc, c'est pas parce que c'est pas parvenu à la télévision, ou bien c'est pas parvenu dans les presses, ou encore à la radio de l'État, que ce n'est pas vrai. On aurait souhaité avoir les preuves matérielles justifiant réellement de ces bulletins supposés votés d'avance qui ont été mis Mathieu, dans des urnes bourrées. Qu'est-ce que nous appelons preuves matérielles? Quand vous évoquez cette notion, vous êtes en droit. Lorsqu'on parle de preuves matérielles, il ne s'agit pas seulement des papiers. Il s'agit des vidéos, il s'agit de tout support contenant des preuves, des faits qui inculpent ou accusent une personne. Donc, il peut même s'agir juste de simples vidéos que quelqu'un aurait fait sur son portable. Lorsque vous allez à la justice, les preuves sont présentées pas seulement sur papier. Donc nous parlons, on a l'impression que les gens pensent que quand on parle de preuves, il faut que ça soit quelque chose d'extraordinaire. Non, une preuve est démontrable. Tant que ce n'est pas un montage, tant que ce n'est pas un mensonge, tant que ce que vous voyez, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans un portable de quelqu'un, tant que cela inculpe, ce sont des faits qui relatent ce qui se passe réellement. Mais c'est ça, des preuves solides, irréfutables. Tout le monde peut faire ça, hein, monsieur Bavon, vous êtes d'accord avec moi? Mais bien sûr, c'est la raison pour laquelle notre mouvement a demandé au parti UNIR de présenter des moyens de sa défense. Si les faits qui ont été relatés sur les réseaux sociaux sont des faits de fausseté, donc il faudrait que le parti soit capable de se défendre. Est-ce que c'est au parti UNIR de présenter des preuves ou à la CENI de départager tout le monde? Ah, très bien, très belle question. Vous savez, là, ici, il y a un problème. C'est que c'est le peuple togolais qui accuse le parti UNIR d'avoir fait usage de fraude. Vous comprenez? Et le peuple, les uns ou les autres, ont présenté leurs preuves matérielles, que ce soit des vidéos ou des photos, surtout des vidéos. Bon, et puis des témoignages de certaines personnes qui ont participé dans ces bureaux de vote et comment les choses se sont déroulées. Bien, maintenant, pourquoi est-ce qu'il appartient aujourd'hui au parti UNIR de présenter des moyens de sa défense? Parce que le parti UNIR est responsable devant le peuple. Les institutions et les autorités sont responsables devant le même peuple. On n'a pas besoin d'une institution extraordinaire, d'un parti politique extraordinaire pour accuser le parti UNIR afin que le parti UNIR puisse être obligé d'avancer des moyens de défense. Non, dès que le peuple que vous allez diriger,
vous accuse de fraude, vous êtes obligé de présenter des moyens de défense. C'est ça le problème. Vous savez, dans les procès, les avocats ont une habitude, et c'est l'habitude de démolir et de rendre incrédibles des témoignages. Mais pour rendre incrédible un témoignage, il faut être capable d'avancer des arguments ou des moyens de défense bien solides. Mais aujourd'hui, si vous vous taisez, le silence ne veut pas dire défense. Alors, là, si le parti garde le silence jusque maintenant, cela veut dire que le parti se sent coupable de quelque chose. C'est pourquoi nous avons envoyé une lettre officielle à l'administration et au comité exécutif du parti, afin que le parti présente des moyens de défense devant le peuple. Vous avez envoyé des notes à l'administration et puis du parti uni. Oui. Qui contient justement cette note-là? Oui, cette lettre demandait, au regard des accusations de fraude massive qui entachent le résultat et qui portent atteinte à la légitimité et à la légalité de leur candidat proclamé victorieux aujourd'hui, parce qu'il le faut. Donc, cela porte atteinte à leur candidat. Il faut absolument que le candidat soit blanchi. Il faut que ce victorieux soit blanchi. Il ne faut pas qu'on nous dise seulement qu'il est victorieux au présidentiel. Donc, non, il faut absolument que des moyens soient avancés. Alors, la même note également, la lettre a été envoyée à la Cour constitutionnelle. Oui. Nous avons demandé à la Cour, d'abord, si le parti a pu avancer des moyens de défense pour se disculper des accusations du peuple en la matière de fraude. Bien, et si ces moyens existent, que ces moyens soient rendus publics. Parce que la Cour constitutionnelle ne peut pas juste se lever et confirmer la victoire d'un candidat lorsque ce candidat est accusé de fraude. Est-ce qu'on peut tirer tout de go cette conclusion en disant que la Cour constitutionnelle s'est levée et proclamé Monsieur Faure Sozimna Gnassingbé du moment où on a vu la CENI qui a fait une proclamation pas définitive d'abord, qui a été confirmée par la Cour constitutionnelle qui a revu les chiffres, c'est là pour donner les résultats définitifs. Il y a un travail de fond qui a été fait, non? Bien, ce travail de fond devrait être rendu public. Pourquoi? Parce qu'une élection n'appartient pas à un gouvernement qui l'organise. Une élection, c'est la CENI qui l'organise. Écoutez, une élection n'est pas une entreprise personnelle. Il n'y a pas de secret dans les élections. C'est pourquoi on l'appelle une élection démocratique, veut dire transparente et libre. Donc, en cela, lorsqu'on garde secret certains documents, en la matière, notamment je veux parler des résultats dans les bureaux de vote. Vous imaginez, l'ex-secrétaire d'État américain a demandé à la CENI, au gouvernement togolais, de produire les résultats ou bien de faire le recomptage des votes, bureau de vote par bureau de vote. Ce qui n'a pas été accepté. Quels sont mais concrètement dans le recomptage des voix, bureau de vote par bureau de vote, quand on sait que, par exemple, que pour le mouvement ou le parti Front des architectes de la République, il y a forcément un représentant dans un bureau de vote qui fait partie d'une CELI, et le dépouillement a été fait, affiché, et par après renvoyé, les chiffres par après renvoyés bien sûr à la CENI qui essaie maintenant de proclamer. Quels sont mais concrètement dans la publication, sinon la proclamation des résultats, bureau de vote par bureau de vote? Un seul mot, on y met la transparence. Les 9000 et quelques bureaux de vote ont procès. Je vous dis qu'on y met la transparence parce que... De Barkwasi à Djarkpanga, à Clomagnondi, à VV, c'est qu'on sont... Tout ce qu'on demande, oui. Lorsqu'on demande le recomptage de ces votes, de ces bulletins, c'est tout simplement pour y mettre la transparence. Et on n'y perd rien en recomptant ces votes. Bien, parce que lorsque le pays, ou bien je dirais tout simplement, lorsque un dirigeant est entaché d'illégitimité ou d'illégalité, cela corrompt toutes les institutions. Et cela est plus grave que le recomptage des votes. Donc, si on demande le recomptage des votes, cela signifie que, en réalité, il y a eu des doutes sérieux
en ce qui concerne les résultats qui ont été proclamés, ça et là. Et justement, aujourd'hui, je m'avais posé la question et je vais répondre moi-même. Oui. Puisque c'est vous qui posez les questions. Alors, je pose la question. Est-ce que tous les partis politiques aujourd'hui ont les procès-verbaux de ces bureaux de vote? Vous venez de dire qu'ils ont eu des représentants. Est-ce que le collège des évêques qui a demandé à avoir des représentants dans tous les bureaux ont eu cette permission de la part du ministère de l'Intérieur? Non. Non, mais c'est parce qu'on a trouvé quelque part une insuffisance dans le dossier, non? Quand on demande peut-être les sources de financement de l'activité qui va être effectuée, et on n'a pas réellement une idée là-dessus. Il n'y a pas que les évêques qui ont ce problème. Il y a également la CNSC, également dans le collimateur. Mais là, alors vous suscitez une question qui suscite une autre question de ma part. Lorsque vous doutez de la source de financement d'une organisation et qui soutient l'opposition, posez-vous la question, est-ce que la subvention officielle à octroyer aux candidats aux élections a été mise sur la table? Non. Alors, avec quel argent les candidats devraient faire campagne? Est-ce qu'on a demandé la source de financement de leur campagne? Pourquoi on n'a pas demandé ça? Ouais. Donc, vous voyez, un parti politique a différents types différentes sources de financement. Très bien. Dans une démocratie. Oui. Et quand vous allez à une élection, forcément que vous avez de quoi défendre votre ligne politique. Maintenant, si on est d'accord sur le principe. Oui. On est d'accord. Je suis d'accord avec vous. On n'a pas quand même attribué le financement à un parti en défaveur de l'autre. Oui. Chacun s'est débrouillé par après ça. Très bien, vous avez bien utilisé le mot, chacun s'est débrouillé. Et le parti au pouvoir. Je vais vous dire ceci. Dans un pays démocratique, d'ailleurs qui se veut démocratique, lorsque les partis politiques vont aux élections, qu'est-ce qui se passe? Leur financement, comme vous venez de le dire, est de plusieurs sources. Mais il y a certaines sources qui sont illégales, c'est-à-dire interdites par la loi. Oui. Et il y en a qui sont acceptés par la loi. Les sources occultes de financement sont interdites par la loi. Voilà. Mais les sources privées... il y a les sources privées, les dons, les legs et autres. Voilà, tout à fait. Oui. Alors ici, lorsque le collège des évêques voudrait avoir des observateurs, des représentants dans tous les bureaux, mais nous savons que quand même l'Église catholique n'est pas une église n'importe quelle organisation. Oui, mais on est d'accord avec vous, Monsieur Bavon. Vous êtes également un homme de Dieu, tout comme les évêques, loin de discréditer qui que ce soit. Mais si on voit aujourd'hui Monsieur Bavon qui organise une association, bien qu'il y a une association qui est censée bien sûr superviser les élections législatives ou présidentielles. Oui. Monsieur Bavon est censé de fournir les informations fiables de sa source de financement. Non? Mais vous oubliez également que ces représentants pouvaient être volontaires et pas forcément payés. Cela n'a jamais été le cas, non? Non, mais justement, mais des gens qui appuient le candidat soutenu par le collège des évêques pouvaient être de simples volontaires. Volontaires, oui, mais pourquoi ne pas le préciser dans le dossier? Écoutez, vous avez demandé source de financement. Est-ce que d'abord on vous a dit que ces gens seront payés? On n'avait pas dit ça. Donc revenons à notre discussion. Là où le bas blesse, c'est que vous n'avez pas permis une représentation absolue des personnes pouvant défendre l'opposition dans tous les bureaux. On a constaté des bureaux fictifs, on a constaté des bureaux dans lesquels il n'y a pas de représentants du tout parce que ces représentants n'ont pas été permis d'accès. Non. Je vais vous dire. Non, je vais vous dire. Oui. Je vais vous dire. Oui. Il y a des personnes qui sont sorties de ces bureaux-là et qui ont fait directement des vidéos de témoignages qu'ils ont été objets d'intimidation et de menaces dans les bureaux. On a constaté certains cas et justement le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Yahya Damram a réagi promptement et tout est rentré en ordre. Pourquoi pas dans les autres bureaux? Il fallait éviter tout cela. Il fallait éviter tout cela. On sait que parce que, vous comprenez, je vous suis, voici le problème. Le problème, c'est que une élection peut être entachée de quelques irrégularités. Voilà. Mais lorsque l'élection est faite sous fond
de fraude massive, c'est là où se trouve le grand problème. Donc aujourd'hui, devons-nous oublier les élections du 22 février et puis pour que la vie politique ou sociale du Togo continue par avancer bon train? Justement, non. Et quand on voit un peu les sorties des différents organes, bien sûr, organismes de supervision qui étaient dans le pays. Oui. Il y a la francophonie, il y a l'Union africaine, il y a la CEDEAO, il y a UEMOA et bien d'autres qui se sont prononcés promptement que tout était allé au bon port. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'élection présidentielle du 22 février est entachée de fraude massive? Et justement, analysons les paroles de ces organisations, les représentants de ces organisations internationales dont nous parlons. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que les élections se sont tenues dans une atmosphère sereine. Dans un climat de paix. Dans un climat de paix. Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle la forme de l'organisation. Et le fond. Et je dirais la même chose, qu'effectivement, il n'y a pas eu de heurts, il n'y a pas eu de conflit, il n'y a pas eu de confrontation entre les groupes politiques. Mais c'est vrai, ce qu'ils ont dit. Mais et dans le fond, est-ce qu'ils ont dit que les élections ont été transparentes, libres et crédibles? Non, ils ne se sont pas prononcés là-dessus parce qu'il ne leur appartient pas de se prononcer là-dessus en lieu et place des partis politiques. Vous comprenez la situation? Il ne faut pas mélanger les langages. Donc, des gens ont cru que la déclaration de ces organisations internationales signifie la crédibilité de nos élections. Donc, aujourd'hui, il est question d'écarter les équivoques, d'écarter les problèmes parce que on ne peut plus continuer pas produire les mêmes effets et espérer qu'on pourra continuer bon train. Non. Les mêmes causes doivent produire les mêmes effets, mais on continue toujours par mettre en place les mêmes causes. Et nous avons les mêmes effets, les contestations, la division dans le pays. Nous voulons vivre avec n'importe qui, n'importe quelle ethnie dans notre quartier, comme les Togolais ont toujours vécu. Nous ne voulons pas être divisés à cause d'une élection et à cause d'un parti politique. Aujourd'hui, nous avons fait des lettres officielles ouvertes à des institutions et organisations internationales, étatiques comme organisations de société civile. Pourquoi? Parce qu'il faut que ce point de fraude massive qui porte atteinte ou qui porte un doute sérieux sur le résultat qui a été proclamé, il faut que cet équivoque soit levé. Cela va dans l'intérêt supérieur et du président de la République et de la nation tout entière. Parce qu'aujourd'hui, moi je ne pense pas que l'ex-secrétaire d'État américain se lèvera de lui-même et juste vouloir jeter une division au Togo en disant qu'on voudrait que les votes soient comptés, bureau de vote par bureau de vote, qu'il y ait recomptage. Non mais ça, ce n'est pas leur rôle. Mais si on demande cela, c'est parce qu'il y a eu un doute sérieux. Et attention, nous sommes ici dans le cadre des élections présidentielles. Nous ne sommes pas dans des élections municipales. Donc ceci est très important. Donc c'est la raison pour laquelle vous allez voir les réactions sont dans plusieurs sens. Les réactions vont, que ce soit des partis politiques ou des partis de la société civile. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que nous devons nous émanciper de l'idée. Les Togolais doivent s'émanciper de cette idée selon laquelle lorsqu'on dit, on souligne certains points, on fait des remarques à un parti politique qui a agi contre l'intérêt général, on pense qu'on est contre notre parti, on est contre notre candidat. Ça, c'était une idée, une psychologie de division qu'on avait jetée sur le Togolais. Il faut qu'on s'émancipe de cela. Aujourd'hui, nous devons parler seulement de l'intérêt supérieur de notre pays. Parlons justement de cet intérêt général du Togo. Au vu des mots de félicitations qui fusent de tout part à l'endroit du président qui est élu, Faure Eswazim Gnassingbé, est-ce qu'il n'est pas temps de tourner cette page-là du 22, regarder dans un même sens? Bien, je vais vous dire que ce sera malheureux et ce sera dommageable pour notre pays. Pourquoi? Parce que il ne s'agit pas seulement de contester le 4e mandat de M. Faure Gnassingbé. Non. Là n'est pas notre but. Nous visons
au niveau du Front des architectes de la République, nous visons la bonne gestion, nous visons la bonne gouvernance, nous visons le gain ou la victoire de l'avenir pour les Togolais. Et la gouvernance que nous avons connue depuis plusieurs décennies, pendant très longtemps jusqu'à aujourd'hui, c'est une gouvernance qui est fondée sur la corruption. Une corruption qui est une résultante d'un régime qui se veut au pouvoir éternellement. Parce que lorsqu'on se veut au pouvoir éternellement, on est obligé d'avoir autour de soi certaines personnes qui doivent être des soutiens permanents, perpétuels. Et pour que ces personnes de soutien soient là permanemment, il faut qu'on leur permette certaines libertés. Et ce sont ces libertés, c'est cette liberté qui produit aujourd'hui la corruption dont nous parlons. Parce que c'est ça le danger, c'est ça ce qui est le dommage que nous craignons. Donc, il est impossible que ce même régime qui est tombé dans le piège de la corruption puisse s'en sortir comme ça. Ils ne peuvent pas le faire. À l'heure où nous parlons, pour que le Togo s'en sorte, il faut absolument qu'un autre modèle de régime soit mis en place. Un nouveau modèle soit mis en place. Nous parlons dans l'intérêt et des gens du NIR, des gens de l'ANC, des gens du Nord, des gens du Sud, les militants de M. Aguéomé et les militants de M. Fognasimbe. C'est dans l'intérêt de tous les Togolais. Parce que la gestion du pays, à l'heure où nous parlons, est une gestion que nous reconnaissons tous, y compris même le chef de l'État, que nous reconnaissons tous catastrophique parce que il a reconnu, ce sont ses propres mots, qu'il y a une petite minorité qui s'accapare des biens du pays. Donc, comment s'en sortir? C'est ça le problème. Mais si nous devons toujours nous garder au pouvoir dans une telle atmosphère, il est impossible que le Togolais ait un avenir serein. Yohannes Barron, c'est la fin. En 30 secondes, vos mots de conclusion. Je vais dire à tous les Togolais que nous devons soit clarifier qu'il n'y a pas eu fraude, ou nous devons lutter contre l'illégitimité et l'illégalité au sommet de l'État. Merci d'être passé. Je rappelle que vous êtes Yohannes Barron, secrétaire général du Front des architectes de la République. Mesdames et messieurs, une pause s'impose. On va devoir installer les professionnels des médias qui vont passer à la loupe certains sujets portant sur l'actualité en Afrique et au Togo particulièrement. À très vite.